Bonjour à tous, ceci est la toute première émission du Vestiaire des poètes. Il s'agit d'essayer de faire comprendre et peut-être de faire aimer la poésie contemporaine. Je m'appelle Sylvain Courtoul et je suis poète et je salue mon camarade Jean Gilbert qui est à la caméra. La première vidéo qu'on va faire en forme de tutoriel, c'est se demander comment s'orienter dans la poésie actuelle, la poésie d'aujourd'hui. Au début de mon parcours de lecteur de poésie et de jeune poète, j'ai souvent eu le sentiment qu'on me cachait certaines choses, que tout n'était pas dit, qu'il y avait des non-dits et des présupposés que je ne comprenais pas. J'avais aussi la nette impression que la poésie n'était pas en fait le monde unique, cohérent et à l'unisson que je croyais qu'il était. Personne ne m'avait dit que le monde de la poésie est en fait un monde multiple, fracturé, archipélisé, comme le reste de la société, qu'il y a de multiples écoles poétiques différentes qui se font une guerre symbolique, féroce, pour exister et grappiller des ressources, et qui sont le plus souvent totalement antagonistes. Le monde de la poésie serait donc fait de mouvements, de tendances différentes, irréconciliables. Ce sont des mondes qui s'opposent sur à peu près tout. Quand ces différentes écoles parlent de poésie, elles ne parlent en fait pas du tout de la même chose. Les techniques d'écriture peuvent être très différentes, de même que les thématiques des textes. Pardon. Elles n'ont pas la même philosophie, ni la même philosophie de l'art, ni les mêmes valeurs, elles n'ont même pas les mêmes théoriciens de l'art ou en général, et n'ont pas les mêmes poètes et auteurs de référence. Ça veut dire qu'elles n'ont pas du tout la même histoire, et elles n'ont pas les mêmes maisons d'édition, pas les mêmes revues, et évidemment pas les mêmes protagonistes. Bref, dans le milieu de la poésie, on parlera alors de chant de la poésie, il se livre une guerre intestine symbolique et réelle. Réelle, pourquoi? Parce que pour pouvoir exister, par exemple éditorialement, et bénéficier des ressources du chant, notamment l'État et les institutions. C'est ce que je vais essayer de vous montrer et de vous faire voir dans cette vidéo. Comment peut-on cartographier ces différentes écoles, tendances, mouvements, et surtout quelles sont-elles, qu'est-ce qui les sépare, etc. Je vais essayer d'être le plus clair et le moins snob possible en donnant des exemples d'auteurs à chaque fois que cela sera nécessaire, mais j'aimerais aussi que la vidéo ne dure pas des heures, elle va être assez longue, c'est vrai. Donc si jamais il y a des termes dont je parle que vous ne connaissez pas, il y a deux solutions. Soit vous me posez la question dans les commentaires et je vous répondrai, soit vous essayez de trouver la réponse par vous-même. Wikipédia, c'est pas mal aussi pour ça. Une autre parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous dise que dans ce voyage, dans le monde de la poésie, je suis et serai de parti pris. En tant que protagoniste moi-même de ce milieu, j'ai bien sûr des préférences esthétiques et artistiques, et je parle bien d'un certain endroit du champ de la poésie, versant plutôt dominé. Bon. Un deuxième biais de parti pris va concerner la question comment peut-on cartographier le champ de la poésie. Pour répondre à cette question, je vais me servir de plusieurs auteurs, en fait de 3 auteurs, des auteurs dont je m'en sont plutôt proches en fait que j'ai lus, qui ont essayé de déchiffrer et de rendre intelligible le fractionnement du champ entre ces différentes écoles, le plus souvent d'ailleurs dans un but polémique ou de plaidoyer pro-domo. Vous verrez sans doute que ces cartographies se ressemblent beaucoup, que les partitions, les partages sont souvent très proches, c'est normal, venant d'auteurs qui viennent peu ou prou du même endroit du champ. Le premier auteur qui va m'intéresser ici, c'est Pierre Alféry. Voilà, poète et romancier publié par POL, connu aussi pour la création avec Olivier Cadieux de la revue Littérature Générale, de numéros en 95 et 96. Malheureusement, Pierre Alféry est décédé en août 2023, c'était pendant l'écriture de ses premières lignes. Donc Pierre Alféry, dans une conférence à l'université de Strasbourg en 91 et repris dans Bref discours en 2016, chez POL, est à l'époque un jeune poète. Et sa conférence est en vrai une façon de prendre acte de son entrée dans le champ, en se positionnant polémiquement dans une histoire. Pierre Alféry, dans ce texte, partitionne le champ poétique en 4 écoles, 4 tendances, chacune reliée selon lui à une revue, ce qui lui permet de dire que le fait qu'elle soit rattachée à des revues lui donne un semblant d'objectivité, hein, il n'a pas tort. La première de ces tendances, mouvance école, c'est la glossolalie, autour de la revue TXT, qui d'ailleurs, revue qui est réapparue depuis 2018 chez l'éditeur Lurlure. Son chef de file est Christian Prigent, et Pierre Alféry ajoute aussi Pierre Lepillouer, qui est aujourd'hui l'animateur du site Citodi, un des grands sites sur la poésie, Jean-Pierre Verhegen, Valère Novarina, Éric Clemens, Philippe Boutibonne. Pierre Alféry nous dit, de point entre guillemets, en gros on peut dire que cette tendance traite la langue comme une matière corporelle, c'est-à-dire sexuelle, sanglante, excrémentielle, qu'elle a pour ambition ultime la création d'une langue, surlangue ou sous-langue, Babel ou Babil. Il donne ensuite les grands modèles de la revue, James Joyce, Carlo Emilio Gadda,
Gertrude Stein ou Vladimir Klebnikov, et il ajoute qu'elle fait un abondant usage des jeux de mots conçus comme subversion poétique et politique de la langue. Il donne enfin deux exemples, Christian Prigent et Eric Clemens, que j'espère on pourra mettre en incrustation, hein, je ne sais pas où encore, mais on va essayer de faire ça. Deuxième famille, la performance, autour de la revue Docs. Il met dedans la poésie sonore, le mail art, la poésie visuelle et concrète. Il dit « Le fait de ne pas avoir pour support principal le livre dans sa forme traditionnelle ». Voilà. Il cite comme chef de file de cette mouvance Bernard Heitzik, Jean-François Bory, Julien Blaine, de point ouvrir les guillemets, quelque chose les rassemble, l'idée de performance, le fait de faire une intervention scénique devant un public. Aujourd'hui, en 2024, qu'un écrivain fasse une lecture est banal, mais dans les 70 et 80, même à l'époque du texte d'Alféry de 91, ça a été beaucoup moins. Une autre marque de classification, dit Alféry, est sortir. Sortir est alors la grande ambition de ce mouvement, sortir du livre et de la littérature proprement dite. Troisième famille, l'abstraction. Autour des revues Action Poétique, Banana Splits, qui est une revue de Liliane Giraudon et Jean-Jacques Vuitton, Fig, une revue de Jean Dève qui n'existe plus, Banana Split non plus d'ailleurs, Gnoc, revue de Jean-Marie Glay, c'est une revue qui existe encore, et autour des éditions Le Collet de Buffle, Orange Export Ltd, Spectre Familier par exemple. On peut l'appeler aussi poésie blanche, comme il le dit un peu plus loin. Ses influences vont de Mallarmé, le coup de dé pour la typographie, à Edmond Jabès, en passant par l'objectivisme de Louis Zukowski, le livre A. Il ajoute parfois Paul Celan pour la surdensité, il ajoute la sécheresse péremptoire du Tractacus de Wittgenstein. Il rajoute comme poètes importants André Dubouché et Jacques Dupin. Les poètes d'influence. Les poètes importants de cette mouvance, et il y en a beaucoup, sont Claude Royer-Journoux, Anne-Marie Albiac, Daniel Colobert, Alain Weinstein, le premier Joseph Gugelmy, Emmanuel Ocard, Jean Dève, Michel Couturier, Claude Fine, Dominique Fourcade, Claude Esteban, en partie Jacques Roubaud, dit-il, Jean-Jacques Vuitton. Il cite aussi la collection Textes chez Flammarion, un temps dirigé par Bernard Noël, qui n'est pas complètement étranger à cette mouvance, ou l'éditeur POL. Pierre Alféry nous dit « Le fait qu'il faille citer autant de lieux est un signe de la prépondérance aujourd'hui de tout ce qui hérite de cette tendance. » Et il rajoute un peu plus loin « Blanche ». Cet adjectif a l'avantage de dire à la fois la neutralité dans la voix blanche, c'est-à-dire le refus du pathos apparent et le retrait du sujet, l'abstraction du vocabulaire, volontiers conceptuel ou technique, empruntant au géomètre, aux physiciens spécialisés, en mécanique, à l'ingénieur ou au topographe. L'usage des blancs typographiques et la disposition très espacée du poème, tout cela appelant une lecture très silencieuse. Fin de citation. Les exemples qu'il donne, c'est Anne-Marie Albiac et Claude Fine. J'espère qu'on les verra en surimpression quelque part. Quatrième tendance, et ce sera la dernière pour Pierre Alféry, la reprise, autour de la revue Poésie et de la nouvelle NRF chez Gallimard. Alféry nous dit que ces tendances ont en commun d'encourager la reprise de telle ou de telle forme traditionnelle de la prosodie, de la rhétorique poétique et plus généralement du lyrisme, entendu ici comme un sentiment poétique. On pourrait parler d'un néoclassicisme au sens large. Puis il distingue deux sous-tendances. La reprise douce, souple, dit-il, compatible avec un certain modernisme qui tolère voire encourage la mention, donc compatible avec l'abstraction. Pour lui, cette sous-tendance se retrouve autour de la revue Poésie de Michel Begui ou d'auteurs comme Eddie Cadour ou Juste Stéphane. Il y a aussi ce qu'il nomme la reprise dure, où il s'agit, nous dit-il, de revenir comme si de rien n'était aux anciens types de vers. Pour lui, cette sous-tendance se réfère essentiellement à ce que publie Gallimard comme poésie, et c'est encore le cas aujourd'hui en poésie Gallimard, en poche, avec des auteurs comme Philippe Delaveau, Jean-Pierre Lemaire, Paul Deroux, Michel Camus, Claude Louis-Combé, Christian Gabriel Guez-Ricor, Lydie Datas et Roger Munier. Il dit aussi, de cette tendance qu'elle peut être appelée poésie-poésie. Le deuxième auteur qui va nous intéresser aujourd'hui, pour la cartographie, c'est Fabrice Tumrel, fameux animateur et cofondateur du site Libre Critique, qui en 2002 a sorti chez Armand Collin, fruit de plusieurs années de recherche, le champ littéraire français au XXe siècle, sous-titré « Éléments pour une sociologie de la littérature ». Ce livre est une série d'études de sociologie de l'art. Tumrel parle de génétique littéraire sur des auteurs, Sartre,
Annie Ernaux, Prigent, mais aussi sur l'histoire de 2 revues, études comparées inédites de TXT et de Ralentir Travaux, et un éditeur, POL, avec une première partie introductive très pédagogique consacrée aux notions et concepts que Pierre Bourdieu a développés dans sa sociologie de la littérature. D'ailleurs, comme introduction aux travaux de Bourdieu sur la sociologie de la littérature, il n'y a à ma connaissance pas mieux. C'est donc un essai bourdieusien qui s'offre à nous, et on verra que les concepts du maître, champ, capital symbolique, habitus, domination, etc., sont utilisés tout au long de l'ouvrage. Ce qui va plus particulièrement nous intéresser ici, c'est le chapitre 5 de la seconde partie, qui s'intitule « Une bataille entre moderne et néo-moderne ». Plus particulièrement la partie 2 de ce texte qui s'intitule « Une querelle entre modernes », où là aussi il va revenir sur la place qu'a Prigent dans le monde de la poésie, et en discutant la notion de moderne que Prigent défend dans « Salut les anciens, salut les modernes », POL 2000. Cette notion de moderne, c'est en gros la position esthétique et philosophique de Prigent. Pour Prigent, la modernité, c'est les avant-gardes des années 60 et 70, c'est à peu près ça. Ce qui va nous intéresser, c'est l'annexe de ce chapitre 5, où Thumrel fait un tableau. J'espère qu'on le verra, j'essaierai de le mettre en incrustation. Voilà le tableau de Thumrel. Fait un tableau et qui résume en quelque sorte le parcours descriptif des chapitres précédents. Il est coupé en 2 colonnes, 2 grandes colonnes. La première, les années 60-80, la deuxième, les années 80-2000. Ces 2 colonnes se répondent à la fois avec un pôle dominant et un pôle dominé, une avant-garde consacrée, une avant-garde en voie de consécration, et il y a aussi des prétendants. On va essayer de la mettre en incrustation. Je me limite pour l'instant à décrire le tableau. Les auteurs que je cite sont ceux choisis par Thumrel. Je ne rajoute pas. Commençons par le pôle dominant et des classiques que Thumrel appelle aussi avant-garde consacrée. On y trouve le nouveau lyrisme ou lyrisme critique d'auteurs comme Maulepoire, André Welter, Gérard Noiret, Guy Goffet, Frank Venay, Michel Houellebecq. Un autre pôle dominant, ce sont les Oulipiens, la poésie réflexive ou poésie blanche, de Bonnefoy, Dupin, Jacotet, De Guy, Bernard Noël ou Juste Stéphan. Ensuite, toujours dans le pôle dominant et toujours dans les avant-gardes consacrées, il met la poésie sonore et visuelle, citant Heitzig. Dans les avant-gardes en voie de consécration, il met 1. La poésie carnavalesque, Verhaegen, Prigent, Novarina. 2. La poésie littéraliste, Glaise. Thumrel en donne une définition, de point ouvrir les guillemets, réputant tout type de figuration, procède à la démétaphorisation de la langue, fin de citation, et qu'il appelle le 3, le lyrisme mécanique de Cadieux-Alféry, c'est uniquement pour la revue de littérature générale. Pour les prétendants du pôle dominé, Thumrel cite 1. Les poésies grammairiennes et surfaciales, Beck, Penquin, Tarcos, Quintane, et 2. Les poésies dispositives, écriture multimédia, il cite les revues Dox, Blaine, Castelin, Écart, Éric Sadin, Tija, James Chaton et Christophe Fiat. Une des choses que je n'ai pas dit et que je trouve assez intéressante dans le tableau, c'est qu'en haut du tableau, Thumrel a mis une sorte d'exergue transversal. C'est là que c'est souligné au crayon à papier. Le champ poétique est régi par l'opposition entre poétique du sujet, surréflexion et nouveau lyrisme, et poétique du texte, textualisme. La surréflexion, c'est le nom donné par Thumrel à ce qu'ont publié là les revues L'Argile ou L'Éphémère, et des auteurs comme Dupin, Duboucher, Bonnefoy, Jacotet. Je trouve toujours cette opposition poétique du sujet, poétique du texte intéressante pour nous aujourd'hui. On peut encore l'utiliser couplé à d'autres notions. Le troisième et dernier auteur dont on va parler, et qui a fait une cartographie très intéressante de notre point de vue, c'est Jean-Marie Glaise dans son essai Sortie, publié en 2009 par Questions théoriques. Alors je ne vais pas essayer de résumer ce livre, car il est extrêmement riche et divers, sans doute l'un des meilleurs essais sur la poésie parus ces 20 dernières années. La cartographie du champ poétique qui nous intéresse est dans ce qu'on pourrait appeler le chapitre 3, pages 56 à 61, dans une partie appelée Suite Sortie. Glaise commence en introduction par nous dire qu'effectivement pour lui, la poésie ne ressemble plus à rien, qu'elle est formellement ou plastiquement multiforme, dans une définition instable, vous voyez que je l'ai repris, qu'il existe une pluralité de projets inconciliables et même à l'intérieur de chaque famille, une pluralité d'intentions correspondant à autant de façons de vivre, les procédures, les techniques mises en œuvre. Il conclut, nous traversons une période de balkanisation du chant. Mais, nous dit-il,
deux points, ouvrez les guillemets, malgré les effets de réseau, la réalité des courants, la relative cohésion des familles de pratiques formelles et techniques, qui fait qu'on parle de poésie visuelle, poésie sonore, poésie digitale par exemple, il me semble que le moment que nous vivons se caractérise par la coexistence de 4 façons de décliner la poésie dans de ce qu'on appelle, ou non de ce qu'on appelle poésie. Alors voilà, il y a 4 familles pour lui. Ces 4 postures, il les appelle, il y a le 1, la poésie, là où la poésie tout collé, la repoésie, la néopoésie et la post-poésie. La poésie, la première, Glenn ne donne pas beaucoup de définitions dans ce paragraphe. Il commence ainsi. La poésie se présente, s'avoue, se revendique comme telle, et il insiste, et est reçue comme telle, sans le moindre possibilité de doute. C'est la poésie, voilà. Contrairement à la poésie qui ne ressemble plus à rien du début du chapitre, c'est une poésie que l'on considère d'emblée comme poésie. Je pourrais dire que c'est la poésie qu'on apprend à l'école, ou plutôt qu'on étudie à l'université, puisque dans ce paragraphe, il dit de Jacques Côté qu'il est en train de devenir le poète le plus étudié. C'est la poésie de nos parents, celle dont mon père, s'il lisait, pourrait me dire que c'est ça la vraie poésie. En 4e de couverture, il y a un paragraphe qui reprend les 3 premières familles, et il y a une ligne qu'on ne retrouve pas dans le paragraphe dont je parle, donc un ajout de 4e de couverture. Il écrit « La poésie, c'est d'abord pour nous la poésie ». Grand totem historique qui continue à travers école et médias de s'imposer comme expressivité, harmonie, sincérité et vision. À la fin du paragraphe, page 57, il conclut en disant « Il y a une manière de consensus pour considérer Yves Bonnefoy et Philippe Jacotet comme représentatifs de la poésie en France aujourd'hui. » 2. La repoésie. La repoésie, selon Glaise, est un ensemble de propositions qui a tenté de se structurer au tournant des années 80, qui a existé en réaction à 2 mouvements qu'il nomme néo-avant-gardistes. Alors, pour aller vite, le néo-avant-gardisme, ça représente les courants se réclamant des avant-gardes historiques, post-Deuxième Guerre mondiale, comme une sorte de seconde vague en quelque sorte, recyclant les techniques de cette première vague, et bon, c'est à peu près ça. Donc, il y a un courant qui s'appelle la repoésie qui a existé en réaction à 2 mouvements, donc c'est-à-dire essentiellement le courant textualiste, représenté par les revues telles quelles TXT Manteya, dont le parangon est Denis Roche, et le courant formaliste autour de la revue Change. Pour une définition de ces 2 courants, vous pouvez vous reporter au texte de la conférence qu'on mettra à disponibilité. Donc voilà, la repoésie s'est bâtie en réaction contre ces 2 courants. Cette réaction contre ces 20 années, à peu près 60-80, d'hermétisme radical et théorique, supposément aggravant, nous dit Glaise, la rupture entre la poésie et ses lecteurs potentiels, a donné positivement naissance à un mouvement, repérable, nous dit-il, comme repoétique, défini comme renouveau lyrique, c'est-à-dire pour Glaise défini autour du chant. Des réitérations faisant rythme de la langue, de l'expression personnelle, de la mise en œuvre d'une rhétorique de l'émotion, voire de l'émotivité. Il dit ça, c'est le retour du chant lyrique. Glaise ici n'évoque que 2 noms. Le premier, il s'agit de Jean-Luc Steinmetz, dont il donne une citation. Le lyrisme forme le lieu par excellence de la poésie, celle qui s'avoue comme telle et n'a aucune honte de le faire. Le second poète qu'il cite est Jean-Michel Molpoy, qui a créé la notion de lyrisme critique, un lyrisme paradoxal, critique de lui-même, écrit-il, ça c'est Glaise, qui écrit tenant compte du procès intenté au lyrisme par la tradition moderne. Il conclut en écrivant « La repoésie, c'est la poésie retrouvée ». Numéro 3, la néopoésie. Alors pour Jean-Marie Glaise, la néopoésie est dans la transformation et la redéfinition perpétuelle, puisqu'elle se définit par sa capacité à se réformer, à s'altérer, à inventer. Au fond, les néopoètes, comme les repoètes, sont des poètes, sont dans une affirmation de la poésie, une suraffirmation, dit Glaise, même quand ils sont dans la négation de la poésie et qu'ils veulent faire de la poésie autrement. C'est ainsi que Glaise range dans la néopoésie les formalistes de type Jacques Roubaud, la spécificité de la poésie dans ses formes, car pour les néopoètes, la poésie, nous dit Glaise, c'est ce qui change de forme, ce qui change les formes de la poésie, en faisant une référence à la revue Change. Outre les formalistes, il classe dans cette famille tous ceux qui se réclament de l'héritage moderniste, expérimental, comme la poésie sonore de Bernard Heidsieck ou la poésie action de Julien Blaine. Glaise nous indique que ces termes même, poésie sonore, poésie action, impliquent une réaffirmation, une refondation de la poésie.
La poésie action d'un Julien Blaine, c'est la poésie hors du livre, projetée hors de la page par l'intervention scénique, mais qui reste avant tout poésie. Il dit de Julien Blaine qu'il est par là même superlativement poète. Quatrième famille, la post-poésie. A contrario des trois précédentes familles, les acteurs de la post-poésie, je mets un tiret, ne se sentent pas spécialement poètes. Eux tendent à penser qu'ils sont en dehors de la sphère de la poésie, nous dit Glaise. Même si l'institution, c'est-à-dire les grilles de lecture dominantes à l'école, à l'université, dans les librairies, etc., ne fait que les reconduire sans cesse à la poésie. Le premier post-poète, selon Glaise, est Denis Roche, qui dès 1972 décide de mettre un terme à son œuvre poétique stricto sensu et de continuer autrement, il met autrement en italique, autre forme d'écriture, comme les dépôts de savoir et techniques, et la pratique de la photographie. Il continue. Apparaissent alors, depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, il a en tête les livres de Denis Roche, je parle toujours de lui, toutes sortes de textes, d'objets textuels, d'objets spécifiques. Remarquez qu'il n'y a point de mot poésie dans ces termes. Et en fin de paragraphe, il donne les 5 traits qui seraient spécifiques de la post-poésie. Alors c'est évidemment une catégorie, je le dis, dont Glaise se sent proche, évidemment, quoi. Donc, les 5 traits spécifiques de la post-poésie. 1. Ces objets ne travaillent pas à partir d'une intériorité créatrice, d'une expérience personnelle. Ils excluent toute dimension expressive. Le jeu et ses expressions seraient donc bannis. 2. Ces objets n'obéissent à aucune intention esthétique particulière. Ils ne se réfèrent à aucun système de valeurs esthétiques, conventionnel ou moderniste. 3. Ces objets sont très liés à leur mode de production et de reproduction, logiciel de mise en page, de manipulation des images, du son, etc. 4. Ces objets sont fortement réflexifs, métatechniques, métadiscursifs, ils font ce qu'ils disent ce qu'ils font, ils explicitent aussi bien, ils donnent à voir la façon dont nos représentations conditionnent notre perception et nos discours. Et 5. Ces objets se caractérisent enfin, et c'est ce qui est le plus spectaculaire quand vous ouvrez un livre de post-poésie, par les dispositifs de montage qu'ils mettent en œuvre, citation, prélèvement, échantillonnage, book, formatage, compactage, hiérarchie graphique, etc., montage, traitement d'un matériau hétérogène. Alors après ces 3 grandes parties historiographiques, nous allons dans cette dernière partie, oui je sais c'est un petit peu long, mais faire notre propre synthèse et notre propre modèle d'orientation. Vous voyez, il est là, à peu près. En petit, mais on le mettra en surimpression. À cette époque de l'année, il n'y a aucun truc d'imprimerie ouvert, de Copifac ouvert à Limoges. Là, on est bon. Donc, vous avez vu, les 3 auteurs qu'on a vus se sont orientés parfois de façon très similaire. Il y a la reprise chez Pierre Alféry, qui est la même chose que la poésie-repoésie de Glaise, et la même chose que le nouveau lyrisme critique de Tumrel. Il y a la performance chez Alféry qui rencontre la néopoésie de Glaise et qui rencontre la poésie sonore et visuelle de Tumrel. Il y a le carnavalesque de Tumrel, qui est la même famille que la glossolalie d'Alféry et qui peut être rangé dans la famille des néopoètes de Glaise. Il y a l'abstraction d'Alféry qui rencontre la poésie réflexive de Tumrel, que Glaise mettrait dans la repoésie. Et enfin, il y a les poésies dispositives de Tumrel qui rencontrent les post-poètes de Glaise. Alors moi j'ai fait un modèle d'orientation en 4 pôles. C'est une façon, voilà, ce graphique va me permettre d'y placer des auteurs, mais en aucun cas des familles. Enfin bon, ça crée quand même de fait des familles, ça en crée 4 finalement, de fait. Alors pourquoi j'ai pas choisi de faire comme les 3 auteurs précédents? Parce que leur système de famille, on l'a vu juste au-dessus, fonctionne toujours. Surtout chez Glaise et Tumrel, quoi. La performance, poésie, action sonore existe toujours. La famille carnavalesque, glossolalie également, même si elle est en faiblissement. La poésie, dispositif, post-poésie existe aujourd'hui bel et bien. Ce sont même les positions théoriques les plus actives depuis 15 ans. Et l'abstraction, repoésie, et ou le lyrisme critique aussi. Il n'y a qu'à voir ce que publie en poche la collection Poésie Gallimard, aujourd'hui en 2024. Donc on peut toujours s'en servir. Donc moi j'ai choisi une matrice, et le premier axe, celui des abscisses, est centré sur le travail de la forme, directement visible si l'on peut dire en ouvrant et feuilletant simplement le livre. Le livre joue-t-il avec les formes? Y a-t-il des choses visuelles étonnantes? Y a-t-il des
des dessins, des photos, des graphiques, des textes aux polices différentes, des textes entourés et ou dans des cadres, ou des figures géométriques, un jeu exacerbé avec le blanc de la page, des calligrammes, du montage, du collage. La forme donc. Le livre est-il conservateur dans ses formes ou est-il expérimentateur dans ses formes? Bien évidemment, il n'y a pas de point zéro du conservatisme ou de point zéro de l'expérimentation. Il n'y a pas non plus de centre entre les deux. Hein. C'est pour cela que c'est vers la conservation ou vers l'expérimentation. Je pense que c'est un critère relativement objectif puisqu'il se voit facilement en ouvrant un livre. Donc, je dis aussi que ce système de matrice est relationnel. Un poète est tel par rapport à un autre qui est tel ou tel. L'autre problème est le choix des livres d'un poète. Bon, quand ce sont des poètes comme Henri Deluy ou Claude Royer-Journoux, ce sont les deux premiers poètes que j'ai inscrits dans le graphique, leur œuvre respective est relativement homogène. Mais ce n'est pas le cas de tous les auteurs. Lucien Suel, par exemple, ou Charles Penquin peuvent faire des livres parfois assez conservateurs niveau forme, mais ils peuvent faire des livres aussi très très expérimentaux niveau forme. Il faut donc essayer de voir la régularité, si on peut dire, dans les œuvres, ce qui fait système en quelque sorte. Il y a également des poètes comme André Velter, Serge Sautreau ou Jacques Roubaud, qui au début de leurs œuvres étaient de sincères expérimentateurs, et ne le sont plus du tout aujourd'hui. Voilà. Alors ce choix est subjectif, mais je peux me tromper, hein. Surévaluer un poète ou le sous-évaluer par rapport à l'un de mes 4 critères, ou par rapport à mes propres goûts, parce que c'est un poète que je connais très mal, ou à l'inverse un poète que j'aime beaucoup, et que je voudrais bien placer parmi, plus ou moins consciemment dans mon graphique. C'est donc une sorte de moyenne parmi la totalité de l'œuvre d'un auteur qu'il me faudra repérer quand je placerai tel ou tel poète dans telle ou telle position. Sans compter bien évidemment que je ne connais pas tous les poètes du chant, et tous les livres des poètes que je connais. Pour ceux que je ne connais pas bien ou dont la poésie me déplaît, il va me falloir essayer d'être le plus honnête possible, d'avoir le moins possible de parti pris, surtout pour ceux que je connais personnellement et que j'admire. Il m'est impossible de tout connaître, et il est impossible que je ne me trompe à ce point. Le second axe, celui des ordonnées, est centré sur le travail, sur le langage. Alors il est moins directement visible que la forme. Ce travail de la langue est quelque chose qui se voit en le lisant. Selon moi, aujourd'hui, bon voilà, c'est ma vision, il y a 2 visées contradictoires, antithétiques, en opposition dans le travail sur la langue aujourd'hui. Un pôle qui tend vers le plus de littérarité et un pôle opposé qui tend vers le plus de littéralité. La question centrale que pose ce second axe, la langue du texte étudiée est-elle proche du pôle de la transparence référentielle ou proche de l'opacification référentielle? C'est ça que joue l'opposition littéralité versus littérarité. La littéralité, par définition, c'est ce qui est conforme à la lettre, au mot à mot du texte, c'est-à-dire que pour chaque mot, c'est Emmanuel Lecard qui dit ça, et je me suis quand même beaucoup inspiré de ses pensées. Pour chaque mot, nous dit Lecard, il existe une définition générale, hors contexte particulier, sur laquelle tout le monde s'accorde. Cette définition première, générale, c'est celle du dictionnaire, et on peut la définir comme une dénotation. Exemple de dénotation, X est poète. On peut écrire aussi X écrit ou fait de la poésie, mais X écrit de la poésie. X est poète. Ces 2 phrases simples, sujet, verbe, complément, dénotent qu'X est un poète. Poète fait référence directe à l'activité de X. Il n'y a rien de moins que l'on puisse dire de son activité. On est donc ici dans la transparence référentielle. Il n'y a pas d'autre mot dans ces 2 phrases et ou expressions qui opacifient ce que je veux dire. En disant X est poète, je réfère le plus simplement et le plus directement possible à l'activité de X, sans détour métaphorique. On pourrait dire que le degré 0 de la littéralité, c'est la lettre. A, B, C, D, comme l'ont compris les lettristes. Dans les cas non littéraires, ce degré 0, la littéralité serait d'une part le procès verbal, judiciaire, et d'autre part la logique mathématique, calcul des propositions et calcul des prédicats, les 2 visant à produire un savoir vrai. Il y a aussi le cas de l'art documentaire, puisque ce dernier a le vent théorique et artistique en poupe, et le cas des dispositifs de collage, montage, où ce degré 0 pourrait être le document, l'archive non transformée. Par contre, si j'écris X est un travailleur des mots, au lieu de dire simplement qu'X est poète, je dis des choses en plus, qui ne sont plus de l'ordre de la dénotation, de la référence simple et directe, mais qui sont de l'ordre de la connotation. La connotation est l'ensemble des éléments de sens
qui peuvent s'ajouter par association d'idées à ce sens littéral, et qui peuvent se trouver ou non dans le dictionnaire. Ça, c'est Wikipédia qui le dit. Le champ de la connotation est infini, hein, car il contient tous les sens indirects, subjectifs, culturels, implicites et autres, qui font que le sens, la signification d'un signe, se réduit rarement à ce sens littéral. Dans l'exemple, X est un travailleur des mots, on a une métaphore métonymique. Travailleur, métaphore, des mots, métaphore plus métonymie. Et c'est comme si on opacifiait la référence. On ne dit pas simplement qu'X est poète, on dit quelque chose qui ne réfère pas simplement à la poésie, quelque chose en plus qui nous dit à la fois quelque chose qui se rapprochait peut-être de la poésie, par une manière détournée, la métaphore, et à la fois toute autre chose. Le travail des mots peut se référer à la littérature en général, à l'imprimerie ou à l'édition. Jouer avec les connotations, écrire des textes pleins de connotations, opacifier la référence par des jeux de mots, de sonorités, des synonymes, des adjectifs, etc. Jouer à plein avec toute la littérarité possible, c'est justement l'élaboration artistique par excellence. C'est ce qui distingue le langage de l'art du langage ordinaire ou de la littéralité. C'est une manière particulière de se référer au monde, le fonctionnement esthétique. Donc la littérarité, c'est donc l'élaboration artistique maximum, avec tous les outils que donne le langage d'un texte. En ce sens-là, elle s'oppose au minimaliste travail de la langue, hein, minimaliste, littéraliste travail de la langue, à cette sorte de volonté de rigueur, c'est ce que dit Ocar, de précision ou de documentation que peut produire la littéralité. Le maximum d'élaboration langagère qu'on peut trouver dans la poésie, eh ben, ce sont les différents lyrismes qui le mettent en œuvre, avec notamment les poètes Gallimard, même s'ils ne sont pas tous chez cet éditeur, comme Maulepoix, Khoury-Datta, Lionel Rey, Belvaux, Dattaz, Barnot, Barbaran, Lemaire, Borde, Darras, Goffet, Chédid, Pirotte, Sacré, Chiang, Pozzi, Dreyfus, hein, ce name dropping pour montrer la puissance éditoriale de ces courants lyriques ou néolyriques. Les maisons d'édition d'ailleurs spécialisées dans ces différents lyrismes sont Bruno Doucet Éditions, Chêne Éditeur, Almanar, Grège, Le Castor Astral, Rougerie, Jocasseria, Obsidiane, Tarabuste par exemple. Aujourd'hui, avec l'avènement, ça c'est mon avis, hein, de l'art documentaire, la puissance théorique de l'art documentaire, la problématique littéraliste est revenue à la mode, avec l'arrivée des archives, des documents divers utilisés tels quels dans la sphère de la littérature et de la poésie, avec la question, toujours d'actualité de mon point de vue, du devenir et de la finalité épistémique de l'art. En gros, est-ce que l'art peut nous apprendre quelque chose? Bref. La seule famille qui a été compliquée de faire entrer dans ce second critère, littérarité versus littéralité, eh ben, c'est le mouvement, la famille glossolalie carnavalesque, autour de la revue TXT, de la maison d'édition L'Hurlure, et des poètes Prigent, Le Pilouer, Frontier, Clémence, Boutibonne. La réalité de leur pratique voudrait qu'on les classe dans la case littérarité, puisque ce sont des poètes qui utilisent toutes les facettes de la langue. Jeux de mots, jeux de sonorités, mots d'argot, d'anglais, de globish divers, métaphores en tout genre, surtout de cul hein, ou de corps. Il n'est évidemment pas souhaitable, si on veut être honnête, de mettre les poètes au même niveau que les lyriques les plus lyriques, de la maison Gallimard par exemple. Donc pour ces auteurs glossolalie carnavalesques, j'ai donc décidé de classer leur pratique de la langue comme un usage particulier d'expérimentation formelle. Voilà. Donc un dernier mot sur le graphique. Hein. Je n'ai choisi que quelques noms à mettre dans le graphique, idéalement pour que cela soit pas trop difficile à lire. Hein. Vous voyez, c'est écrit très petit. Mettre beaucoup de noms aurait été certes théoriquement plus satisfaisant, comme mettre des maisons d'édition d'ailleurs, mais on aurait eu un graphique difficilement lisible. J'ai donc choisi les poètes, et s'il vous plaît, ne venez pas me dire qu'il manque un tel ou une telle, car ce sera forcément le cas. Il manque bien un tel et une telle. Voilà. Et par exemple, je n'ai pas mis aussi de poètes, poétesses ayant moins de 50 ans. Donc voilà, je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.